Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue dans cette édition. Maîtriser quelques gestes de base pour sauver des vies, c'est souvent le rôle que jouent les secouristes. Ce 12 septembre, ils sont à l'honneur à travers la Journée mondiale des premiers secours. Depuis 2012, la coopération Sud-Sud est célébrée le 12 septembre. À travers cette célébration, les Nations Unies invitent les pays en développement à accroître leurs ressources humaines, techniques et financières. De nouveaux billets de 500 et 1000 francs sont mis sur le marché aux Comores. Cette initiative vise non seulement à renforcer la qualité de ces deux billets, mais aussi à lutter contre les faux billets. Une journée pour apprendre les gestes qui sauvent, c'est tout le sens qu'il convient de donner à ce jour dédié à la célébration des premiers secours. Une journée pour sensibiliser le public sur l'importance de maîtriser quelques gestes de base pouvant permettre de sauver des vies. Et pour le compte de cette année, la Journée mondiale des premiers secours est placée sous le thème des gestes qui sauvent adaptés en cas de pandémie. Louis Koudogbo, Ulvaïs Balogun. Catastrophe naturelle, accident domestique, accident de la route, arrêt cardiaque ou épidémie. Voilà autant de situations d'urgence qui nécessitent les premiers secours. Les premiers secours sont des premiers soins qu'on donne à une victime, pas des techniques, pas des gestes, sur les lieux de l'incident, mais d'accident. Des soins primordiaux et limités dans le temps, indispensables pour alléger et apaiser les souffrances d'une victime. D'autant qu'en situation d'urgence, c'est le citoyen qui intervient en premier lieu, devenant ainsi le premier maillon de la chaîne de secours. Ces gestes sont des techniques ou des connaissances qu'on apprend lors de la formation en premier secours que la Croix organise dans tous les comités locaux, dans toutes les communes et au siège de la Croix béninoise. Tout le monde peut apprendre, même ceux qui ne sont pas lettrés. On fait ces secours, ces premiers secours dans les langues même vernaculaires, quelle que soit la langue, pour quand même apporter assistance à une personne en danger, à une personne blessée, à une personne qui quand même souffre d'une certaine manière ou d'une autre. L'apprentissage au premier secours est donc un appel à une responsabilité collective afin que chacun puisse passer du statut de victime potentielle à celui d'acteur responsable de sa propre sécurité et de celle de ses proches. Un accidenté ou bien quelqu'un qui tombe, vous êtes deux dans un bureau, subitement la personne tombe. Et il y a des positions qu'il faut adopter à cette personne pour qu'il quand même puisse respirer. Il y a des gestes à faire avant l'arrivée d'un secours, avant l'arrivée d'un spécialiste, avant l'arrivée d'un médecin ou d'un agent de santé. Les premiers secours se donnent partout où les besoins se font sentir. Il y a des accidents dans toutes les maisons, il y a des malaises dans toutes les maisons. Donc, si quelqu'un sait le faire dans une famille, on va quand même diminuer la vulnérabilité, on va quand même diminuer les urgences. Savoir anticiper, mais aussi savoir réagir et pratiquer les bons gestes est donc le combat pour pouvoir sauver des vies. Ce 12 septembre, c'est également la Journée internationale des Nations Unies pour la coopération Sud-Sud. À cette occasion, les pays à l'échelle planétaire sont conviés à observer une pause pour la célébrer. Une journée qui vise à inviter les nations en développement à capitaliser leurs ressources humaines, techniques et financières et à renforcer davantage leur autonomie et consolider leurs liens économiques au niveau bilatéral, régional ou sous-régional. D'autres détails dans cet élément réalisé par Patrick Adjagboutou. Ce 12 septembre, les pays à l'échelle mondiale célèbrent la Journée des Nations Unies pour la coopération Sud-Sud dans une situation exceptionnelle créée par la pandémie de la Covid-19 qui continue à avoir des impacts considérables sur les vies humaines et les économies de tous les pays sans exception.
Les systèmes de santé les plus avancés sont aux prises avec la pandémie et luttent pour sauver des vies humaines. Les économies les plus puissantes prévoient une récession imminente et des milliers de petites et moyennes entreprises sont au bord de l'effondrement. À l'échelle mondiale, la pandémie de la Covid-19 a rendu les nations plus prudentes, innovantes et résilientes dans la lutte rigoureuse contre ce virus. La pandémie a même inculqué l'esprit d'une coopération, d'une solidarité et d'une amitié accrue entre les nations pour combattre cet ennemi imprévisible et le plus dangereux. C'est pourquoi ce 12 septembre, la solidarité mondiale et la coopération sud-sud se sont une fois de plus avérées être la meilleure solution pour les pays développés et ceux en développement pour résister et avancer collectivement vers une meilleure santé et un meilleur bien-être des citoyens. Depuis 2012, la célébration de la Journée des Nations Unies pour la coopération sud-sud permet non seulement à tous les pays en développement de prendre une pause pour célébrer les efforts consentis, mais aussi d'asseoir un véritable décollage de leur développement. L'occasion est également propice aux Nations Unies d'encourager l'autosuffisance des pays en développement en renforçant leur capacité à trouver des solutions créatives et innovantes pour faire face à leurs problèmes de développement. Y a-t-il un seul secteur qui n'ait subi les effets économiques liés à la crise sanitaire du coronavirus? Visiblement, non. Le reportage à suivre nous emmène au marché d'Antokpa. Sur les étalages, le prix de la tomate fraîche a drastiquement chuté depuis quelques semaines. Le panier de la tomate coûte aujourd'hui 3 fois moins cher que le prix habituel. Une situation due à la fermeture des frontières pour cause de coronavirus. Plus de détails dans ce reportage signé Rodrigue Babagbeto. Des paniers de tomates à profusion, des étalages surchargés qui laissent déverser leur contenu. Depuis quelques semaines, pas facile pour Catherine de faire des bénéfices conséquents sur un panier de tomates vendues. Ce matin encore, pas de nouvelles livraisons pour elle. Il faut d'abord épuiser le stock actuel. Tout comme elle, la majorité des revendeuses de tomates se plaignent de la chute des prix. Autrefois vendu à 11 500 voire 12 500 francs CFA, le grand panier de tomates ne peut excéder aujourd'hui 2 500 francs CFA. Une situation difficile à comprendre pour Dagan. Mais des difficultés d'écoulement qui obligent à baisser le prix pour ne pas avoir trop de pourriture sur les bras. Chose qui n'avantage personne d'autre que les consommateurs. Le panier de la ménagère est peut-être rouge de tomates, mais les bourses des revendeuses, elles, virent au rouge. Avec une production de 70 000 tonnes de tomates par an, le Bénin n'arrive toujours pas à tirer assez de devises de cette denrée. Une stratégie de réduction des pertes post-récolte s'impose. Il y a des mesures traditionnelles que nous avons. En dehors de ça, il y a des usines de transformation qui sont là, que nous pouvons vraiment activer pour pouvoir conserver le produit. Au lieu de faire écouler cela, nous pouvions le conserver et en temps de pénurie, en temps de rareté, sortir ça sur le marché pour que le Béninois puisse
avoir le produit en saison, c'est-à-dire lorsque sa saison n'est pas favorable. Autant de pistes qui pourront permettre au Bénin de tirer profit de cette situation devenue récurrente chaque année. S'il y a des personnes qui naissent sourdes, il y en a d'autres qui le deviennent par imprudence, notamment à cause de certains comportements peu recommandables qui endommagent progressivement leurs organes réceptifs de son. En effet, selon certaines études, 3 jeunes sur 4 ont déjà ressenti des troubles auditifs dans le monde. Une perte d'audition qui se produit lorsqu'une partie des signaux sonores arrivant à l'oreille externe n'atteint plus le cortex cérébral, ce qui se caractérise par une diminution provisoire ou permanente des facultés auditives. Pour mieux comprendre, suivons cette interview réalisée par Joseph Bonquet d'Otou. L'audition, c'est un ensemble de mécanismes qui aboutit à l'écoute. L'oreille est divisée en 3 parties. L'oreille externe, l'oreille moyenne et l'oreille interne. Les troubles auditifs résultent donc d'une atteinte de l'une ou l'autre de ces différentes structures. Les troubles auditifs vont aller soit de la baisse de l'audition, qu'on appelle une hypoacousie, à la perte de l'audition, qu'on appelle la surdité. En général, en fait, les troubles auditifs sont liés au traumatisme sonore. Donc l'usage abusif des écouteurs, tout le temps écouter la musique à un volume très élevé, surtout lorsqu'on écoute un son préféré. Il y a une cible particulière, notamment les professionnels du son. Donc ceux qui travaillent dans les milieux où il y a trop de bruit, tels que la menuiserie, les menuisiers sont plus exposés. Ceux qui travaillent dans les discothèques. Donc ce que nous avons l'habitude de faire, c'est de réaliser une audiométrie tonale qui va tracer un audiogramme. Et de là, si la personne est éligible à la prothèse auditive va l'aider à mieux entendre pour une vie sociale acceptable. Dans le cas contraire, puisqu'il arrive à un moment donné où la surdité est très profonde, c'est-à-dire la personne perd pratiquement la totalité de son audition, là on ne peut rien faire. De nouveaux billets de 500 et 1000 francs comoriens injectés sur le marché depuis le 1er septembre. Cette initiative de la Banque centrale vise non seulement à renforcer la qualité de ces 2 billets, mais aussi à lutter contre les faux billets en circulation dans le pays. Nafianti Hassani. La circulation courante des billets de 1000 francs, 500 francs et 2000 dans le marché a fait que ces derniers s'usent rapidement. C'est la raison pour laquelle la Banque centrale a décidé de renforcer la qualité des 2 billets de 500 et 1000 francs. Depuis le 1er septembre, ces nouveaux billets ont commencé à circuler. Les anciens billets de 500 et 1000 francs n'étaient pas résistants. Le taux de récupération était très bas, donc à l'ordre de 30%. Cela veut dire que sur 100 billets que nous mettions en circulation, des 500 francs et 1000 francs, de retour chez nous, on ne récupérait qu'uniquement 30 billets. Donc les 70 étaient détruits. Donc ça nous coûtait plus cher, très cher en matière de gestion. D'où l'idée de faire de ces billets sous format de papier plus résistant, qu'on appelle des papiers everfit. Donc ce sont des papiers qui sont assez résistants. Notons que le style, le format et l'architecture des billets demeurent inchangés. Le gouverneur de la Banque centrale rassure la population qu'il ne s'agit pas de l'argent blanchi, mais une façon de renforcer la sécurité monétaire. Je voulais rassurer la population entière que les billets que nous avons mis en circulation, effectivement, ont un look un peu différent des anciens, mais ce ne sont pas des faux billets. Donc, ce sont des billets qui ont été mis en circulation. Nous avons sorti des communiqués que nous avons diffusés auprès de toutes les institutions financières et de tous ceux qui utilisent le fiduciaire, donc les billets. Mais nous avons aussi nous faisons actuellement des tournées dans les îles. En juin, nous étions la semaine dernière et nous irons aussi à Mouéli pour qu'on puisse expliquer non seulement aux institutions financières, mais aussi à la population.
En triant ces billets, la Banque centrale prouve que le taux de récupération est très bas. Ces nouveaux billets seront résistants par rapport aux anciens et permettront le taux de s'élever. Sachez que la coupure de 2000 francs sera imprimée dans les jours à venir. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi.